Europe 1, 6h46, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marguerite Lefebvre cette semaine pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Présidentielle, état d'alerte à droite. Ce matin en une, le Figaro s'inquiète de voir François Fillon désormais distancé nettement dans les sondages par Marine Le Pen, mais aussi par Emmanuel Macron au premier tour. Fillon, réparer le vivant, titre l'opinion. Sur le dessin de CAC, on voit Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez distribuer des tracts à une mamie qui leur demande « Vous lui restez fidèle malgré les emplois fictifs ?» Présumé fictif, corrige Retailleau. Présumé fidèle, complète Laurent Wauquiez. La Croix nous présente Sébastien Nadeau, Stéphane Guillot, Charlotte Marchandise, liste à laquelle on peut ajouter Alexandre Jardin, Nathalie Arthaud, Ramayad, Philippe Poutou, un peu plus connus. Point commun, ce sont ce qu'on appelle des petits candidats, comprendre ceux qui à partir d'aujourd'hui vont partir à la pêche incertaine aux 500 parrainages. Ils sont une quinzaine ainsi à espérer pouvoir être sur la ligne de départ le 23 avril prochain. En découvrant la une de Libération, vous penserez sans doute à Christophe Ondelat. Faites entrer les candidats, titre Libé. En photo, de dos, vous reconnaîtrez là encore Marine Le Pen et François Fillon. Le quotidien s'interroge, les juges doivent-ils continuer leur travail ou faire la trêve alors qu'en pleine campagne, Marine Le Pen et François Fillon donc font l'objet d'enquêtes. Un fait divers, un vrai cette fois, fait la une de 20 minutes. Le gratuit intrigué par la disparition de la famille Troadec près de Nantes et qui titre l'émoi et l'énigme. Et puis aujourd'hui en France, se demande si le nucléaire est ou pas écologique. Réponse, un atome pas vert mais pas tout noir. Et là on se dit que le nucléaire, à défaut d'être écologique ou pas, il a l'air d'être au moins normand. Et puis un petit nouveau, plutôt un non nouveau pour Direct Matin qui devient CNews Matin. C'est aussi pour info CNews le nouveau nom d'ITélé. Et au passage, on fait un petit clin d'œil amical et on souhaite bonne chance à Jean-Pierre Elkabbach qui reprend là-bas l'interview politique. Et puis il y a l'équipe qui résume en un mot les 90 minutes de foot entre l'OM et le PSG hier soir et ça donne la fessée. 3-1 de la presse quotidienne régionale, Marguerite Lefebvre. Je crois qu'on reste avec les châtiments corporels pour commencer. Oui, vous parliez de la fessée, il y a aussi la gifle. C'est la une de la Provence, pas tendre avec les joueurs de l'OM. Le PSG a humilié Marseille au Vélodrome malgré un stade archi-comble, nous dit le quotidien. Les Marseillais n'ont pas réussi à se mettre au niveau de l'enjeu. Deux photos s'opposent aujourd'hui dans Nice Matin. À droite, Marine Le Pen. À gauche, Gaël Nofri. Et ce titre, Nofri accuse. L'élu municipal de Nice a été conseiller de Marine Le Pen. Il affirme avoir été rémunéré par un contrat fictif et dénonce un système de corruption généralisé au sein du FN. Et puis, après les Césars du cinéma, les Césars de l'agriculture. C'est la une de Ouest France ce matin qui revient sur tous les concours organisés au Salon de l'agriculture. Parmi les primés, on peut citer Gribouille. Qui est Gribouille ? Alors, c'est une jolie Montbéliarde à la musculature impressionnante et à la chute de rein, paraît-il, hors du commun. C'est une vache qui a réussi à séduire tous les juges. L'histoire du jour, Marguerite, nous emmène dans un village de Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, écoutez bien, c'est important, Saône-et-Loire. Oui, à Saint-Bérin sous Sanvignes, c'est à côté de Montceau-les-Mines. C'est le journal de Saône-et-Loire qui nous raconte cette histoire. Samedi dernier, la fête bat son plein dans la commune. 340 invités dans la salle municipale. L'ambiance est bon enfant, la situation plutôt calme jusqu'au premier débordement. Une histoire de carton d'invitation oublié. La soirée dégénère, des gaz lacrymogènes partent. Une vingtaine de pompiers sont envoyés sur place pour maîtriser la situation. Les 4 vigiles appelés pour sécuriser les lieux toute la soirée, eux, n'ont rien pu faire. Pourquoi ? Et pour cause. Alors, ils étaient bien à Saint-Bérin, comme inscrit sur leur contrat, mais à Saint-Bérin, en Haute-Loire, à 300 km de la fête. Une erreur de GPS qui a coûté cher. Pour les organisateurs, cette rixe n'aurait jamais eu lieu si les vigiles avaient trouvé la bonne adresse. C'est sûr qu'à 300 km, ils sont moins efficaces, même quand ils font les gros yeux. À 200 mètres, tournez à droite. On se tourne vers l'international. Il y a un sujet qui, décidément, Sophie Larmoyer, ne quitte pas la une de la presse asiatique en ce moment. C'est le feuilleton de la mort très suspecte de Kim Jong-nam, autrement dit du demi-frère du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Ouais, il faut reconnaître que c'est une histoire de fou qui s'est passée il y a 2 semaines exactement à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. On se souvient, Kim Jong-nam se faisait asperger le visage par 2 femmes, une indonésienne, une vietnamienne, avant de mourir sur le chemin de l'hôpital. Jong-nam est mort 20 minutes après avoir été barbouillé avec du VX, titre ce matin The New Straits Times, le plus vieux quotidien malaisien. Le VX, c'est cet agent neurotoxique extrêmement puissant classé comme arme de destruction massive et qui a donc été utilisé pour ce meurtre. L'autopsie montre que la dose de poison était tellement forte qu'elle a paralysé très vite le cœur et les poumons de la victime. 15 à 20 minutes maximum, a dit hier le ministre de la Santé de Malaisie. Ça doit quand même être les 15 à 20 minutes les
plus longue de la vie, plus Ouais. pour mourir au bout du compte. Ce VX est si redoutable qu'il y a une opération de nettoyage qui a carrément été organisée à l'aéroport. Ouais, dans la nuit de samedi à dimanche, ça a donné lieu à des photos étranges avec des dizaines de bonshommes emmitouflés des pieds à la tête dans les combinaisons blanches, jaunes ou vertes pour chercher des traces de poison, sans succès. Enfin, il y avait des dizaines de milliers de passagers qui étaient passés là depuis l'attaque. Quant aux assaillantes, la jeune femme indonésienne a pu voir samedi un représentant de son ambassade à qui elle a confirmé sa version des faits. La suspecte pensait que c'était de l'huile pour bébé, titré hier Daily Express, un autre journal malaisien. On lui aurait donné $90 pour barbouiller le visage de l'homme. Elle pensait que c'était une farce pour une émission de télé. Et elle, apparemment, va très bien. Mais c'est quand même très très bizarre, il y a des trucs qui collent pas là, non? Bah oui, tout est bizarre de toute façon dans cette histoire. Pour ce qui est du poison VX, justement, des experts avancent que peut-être chacune des deux femmes avait un seul ingrédient qui isolé serait inoffensif, mais qui mélangé à l'autre deviendrait mortel. Par ailleurs, Kim Jong-nam n'est toujours pas formellement identifié, faute d'ADN ou de proches venus réclamer son corps. Cet assassinat garde encore beaucoup de mystères. Le feuilleton n'est pas terminé. Parce que comment elles peuvent lancer du VX sans avoir rien alors qu'on décontamine tout l'aéroport? On voit des images sur une caméra de surveillance. Très très troublant. Très Je pense qu'on aura étrange. l'occasion d'en reparler avec vous. Oui. Ce soir, on allume la télé à 19h sur TF1. C'est nouveau, ce sera désormais du lundi au vendredi et ça s'appelle The Wall. Bienvenue dans The Wall, face au mur. Le jeu qui peut changer votre destin. Alors vous avez sans doute reconnu sa voix, c'est Christophe de Chavannes qui a la lourde tâche de lancer ce nouveau jeu de début de soirée. C'est l'adaptation en fait d'un format américain à succès qui est diffusé à peine depuis le mois de décembre sur NBC. The Wall, encore un anglicisme, je suis désolée, qui signifie mur, et c'est bien devant un immense mur de 12 mètres de haut que se retrouvent les candidats. Pour jouer, il faut être deux. Tu peux prendre ton conjoint, ton père, ton fils, ton chien. Non, pas ton chien. En haut, t'as des boules vertes, rouges et blanches. Et puis en bas, t'as des sommes d'argent. Vert, tu gagnes. Rouge, tu perds. Voilà, dans The Wall, on perd, on gagne. A priori, c'est classique. On peut attendre même jusqu'à 150 000 € en répondant à des questions de culture générale au cours de 3 manches. Mais la force du jeu, en fait, c'est la dramaturgie. Parce que jusqu'au bout, on ne sait absolument pas combien vont remporter les candidats, sachant qu'ils peuvent surtout repartir sans rien. On est vraiment dans la lignée des jeux de type Qui veut gagner des millions ou Mot des drops avec les mêmes décors bleutés, la même dramaturgie. Mais alors pour TF1, c'est loin d'être un petit jeu de plus. En fait, la chaîne avait besoin de trouver un format aussi fort, capable d'obtenir les mêmes audiences que Money Drop, dans cette case qui est ô combien stratégique. Il ne faut pas perdre de téléspectateurs entre les deux jeux et puis surtout accumuler évidemment un maximum d'argent avec la publicité. Alors j'ai regardé le prix du spot de 30 secondes Je ferai une justement. petite pub pour le kiosque ce soir dans The Wall. Pour cette semaine, le prix du spot est élevé de plus de 30 000 €, c'est-à-dire plus que la semaine dernière avec Money Drop, on était aux alentours de 27 000 €. Ça veut dire que quand même les annonceurs y croient. Non, il va falloir quand même convaincre les téléspectateurs, c'est le plus important. Pour la pub du kiosque, on comptera sur le bouche à oreille. 30 000 €, on les a pas, nous.